propose maintenant que l'on passe à la partie soja avec une première présentation donc, de Manon et Nicolas sur les résultats techniques et économiques de la conduite du soja en dérobé. Alors, le soja en dérobé, ce sera la présentation, il y aura le même fil que pour le tournesol. Tout d'abord, les parcelles suivies, donc il y en avait 25 chez les agriculteurs et aussi des essais en station comme le tournesol. Donc, sur la carte, on voit le nombre de parcelles pour chaque département, avec en bleu le nombre de parcelles en station et en noir le nombre de parcelles chez les agriculteurs. Donc, il n'y avait pas de parcelles chez les agriculteurs de soja dans le nord Nouvelle-Aquitaine, donc Poitou-Charentes. Les 4, c'était seulement sur la station de l'INRA, à Lusignan, où d'ailleurs il y a eu des échecs sur les modalités en sec, et celles irriguées ont fait entre 4 et 10 quintaux par hectare, sachant que ce n'était pas complètement à maturité. Et les gousses étaient très basses, donc ça n'aurait pas été vraiment récoltable pour un agriculteur. Sur les rendements moyens, toutes parcelles confondues, c'était 19 quintaux. Les rendements maximum jusqu'à 30 dans les Pyrénées-Atlantiques, où il y a des conditions quand même très favorables dans l'ensemble sur les 4 années. Les variétés, c'était principalement même exclusivement double zéro et triple zéro. En station, quelques simples zéros. Et dont en station à Hausville, sur l'unité expérimentale et sur les 2 sites de Terrinovia, en Pyrénées-Atlantiques et en Haute-Garonne. Il y a eu des tests de différentes dates de semis et différentes variétés. Alors, quelques exemples de parcelles. En 2022, une parcelle de Gers, avec un précédent colza semences. Pas de travail du sol. Date de semis au 5 juin. Donc vraiment très précoce en 2022. Une irrigation de 135 mm et une date de récolte au 10 octobre. Et un rendement final donc, de 20 quintaux, donc ce qui est plutôt bon. Ensuite, une parcelle de 2021 dans le Tarn. Donc, précédent colza semences également, pas de travail du sol. Date de semis, par contre, 1er juillet, donc plus tardif que celle de diapo précédente. 105 mm d'irrigation, récolte au 20 octobre et un rendement de 10 quintaux. Et une dernière dans l'Aude de 2021 également, donc précédent orge cette fois, pas de travail du sol non plus, date de semis au 28 juin, pas d'irrigation et date de récolte au 5 novembre. Mais elle a fait tout de même 13 quintaux, même sans irrigation, puisqu'en 2021, il y avait eu quand même des précipitations estivales, plus importantes que les autres années. Ensuite, sur les conduites, donc les précédents, c'était presque comme le tournesol, mais il y avait beaucoup plus d'orge, précédent orge, 14 parcelles, donc plus de la moitié des parcelles de soja étaient précédent orge, mais on retrouvait également le colza semences et du blé tendre. Et une parcelle de métail et de blé dur. Pour le travail du sol, 3/4 des parcelles n'avaient pas été travaillées, donc en semi-direct. Pour le désherbage, 60% des parcelles désherbées, donc surtout pour les repousses d'orge, IFT de 1. En irrigation, soit les 2/3 des parcelles étaient irriguées avec une dose d'irrigation moyenne de 180 mm. Donc pour le tournesol, c'était 80 mm, il y avait plus du double. Et les parcelles sans irriguer, il y avait eu aussi il y avait des parcelles non irriguées qui avaient des précipitations estivales assez importantes. Donc, voilà. Alors, pour les combinaisons de techniques culturales, donc, il y a 2 itinéraires techniques qui sont les plus pratiqués.
Donc le premier qui concerne 9 parcelles avec une moyenne de rendement de 20 quintaux. Donc c'est des parcelles en semi-direct avec irrigation, une dose moyenne d'irrigation de 140 mm et du désherbage chimique. Et le second cas, ce sont 5 parcelles, donc elles sont toutes en bio. La moyenne de rendement est la même que l'itinéraire précédent. Donc la moyenne de la dose d'irrigation est plus élevée, 190 mm. Il y a du travail du sol avant semis et il y a aussi du désherbage mécanique. Donc les points clés de l'itinéraire technique du soja, donc tout d'abord la zone de culture. Donc les parcelles suivies sont situées en Occitanie et merci. Donc elles sont situées dans les Pyrénées-Atlantiques. La somme de température n'est pas tout le temps nécessaire pour que le cycle se déroule en entier et que la date de semis ne soit pas trop tardive, n'est pas toujours atteinte au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, l'irrigation pour le soja est nécessaire et pareil que pour le tournesol, la gestion des repousses de la culture précédente est importante, surtout après des précédents céréales à paille et la gestion des adventices également. Donc, pareil que ce que je vous ai présenté sur le tournesol, je vais vous présenter les arbres de réussite. Donc, la différence avec le tournesol, c'est qu'il y a eu beaucoup plus sur le projet d'essais expérimentaux, donc en station pour le soja. Donc, les rendements pour le deuxième arbre seront présentés en classe de rendement, parce que les rendements en micro-parcelles d'essai peuvent être supérieurs à ceux que l'on peut obtenir sur des parcelles des agriculteurs, car les itinéraires techniques sont optimisés et maximisés en termes de charge. Donc voici le premier arbre de sécurisation de la récolte. Donc ce qui ressort en premier, c'est forcément l'irrigation, avec une très grande majorité des parcelles qui ont été irriguées à plus de 65-70 mm. Et ensuite, on a donc un second cas. S'il n'y a pas d'irrigation ou moins de 65-70 mm, une date de semis comprise entre le 24 juin et le 13 juillet. Donc ces dates, elles sont aussi liées à la configuration des données. On a eu les agriculteurs ont semé principalement mi-juin, début juillet, ce qui fait que la distinction entre les dates de semis qui sont valables ou non est plus compliquée. Mais on peut dire, comme pour le tournesol, qu'une date favorable, c'est une date précoce, donc entre mi-juin et début juillet. Ensuite, le manque d'eau via les précipitations, comme pour le tournesol aussi, est à compenser par l'irrigation au stade clé. Donc l'arbre de maximisation du rendement est un peu plus important que pour le tournesol, on a plus de données aussi. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à la partie droite de l'arbre, donc c'est là où, donc dans les cases où vous avez la moyenne de rendement, ce sont les moyennes les plus élevées, surtout dans les cases vertes. Donc on a le groupe de maturité qui apparaît en premier. Donc on a choisi d'étudier à la fois, de mélanger les résultats issus des parcelles d'agriculteurs et des essais expérimentaux, justement pour avoir des distinctions comme celle-ci, parce que les groupes demi-tardifs et demi-précoces n'ont été semés qu'en station expérimentale. Les agriculteurs sèment principalement des groupes double zéro et triple zéro. Donc le deuxième critère que l'on voit, date de semis, c'est également lié à la configuration de nos données. Donc sur toute la droite de l'arbre, après le 27 juin, on a beaucoup de résultats d'essais en station expérimentale, notamment menés par Terrinovia. Et les dates de semis inférieures au 27 juin, c'est surtout des parcelles d'agriculteurs. Donc on a ensuite le groupe de maturité. On a un autre critère, les précipitations autour de la floraison, les précipitations et ou l'irrigation autour de la floraison. Donc on a mis les deux, mais c'est surtout l'irrigation. Donc doit être supérieur à 60-65 mm. Et les précipitations à la levée associées à l'irrigation sont également importantes. Voilà pour ce cas. Ensuite, on a un second cas. Donc là où on a beaucoup plus de parcelles d'agriculteurs qui sont concernés par ce cas. Donc des variétés triple zéro ou quadruple zéro, sachant que les quadruple zéro ont été peu testées et uniquement en station expérimentale. Donc on retrouve les précipitations et l'irrigation autour de la floraison, l'état du stock d'eau en surface du sol, donc un sol moins asséché avant semis.
Donc, sachant qu'il y a beaucoup de semis directs pour les sojas en dérobé sur le projet et des précipitations autour de la floraison qui reviennent. Donc, pour les perspectives économiques, donc on s'est basé donc, sur les 3 paramètres suivants, donc pas la fertilisation parce qu'aucune des parcelles n'ont été fertilisées. Donc, les itinéraires techniques les plus pratiqués donc, sont des itinéraires techniques donc, irrigués, soit avec travail du sol ou désherbage chimique, soit uniquement irrigués. Donc, on n'a pas choisi l'itinéraire technique 7 où on a également 3 parcelles qui n'est pas irrigué parce qu'il a été réalisé uniquement dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a été un département très favorable sur les années du projet avec une très bonne pluviométrie estivale, sauf en 2022. Mais les résultats des Pyrénées-Atlantiques se sont largement détachés de ceux des autres départements. Donc, pour les hypothèses qu'on a prises, c'est semis au semis monograines de semences certifiées à 600 000 grammes par hectare. Donc, le premier itinéraire technique est en semi-direct avec des herbages chimiques et une irrigation de 120 mm. Le deuxième, c'est la même irrigation, mais à la place du désherbage chimique, on a du travail du sol avant semis. Le troisième, c'est une dose d'irrigation plus importante, de 180 mm, mais du semi-direct. Et enfin, le dernier, avec les plus fortes charges, c'est du semi-direct avec du désherbage chimique et l'irrigation encore à 180 mm. Donc là, on a deux groupes de courbes, les deux, celle du haut avec l'irrigation à 180 mm et celle du dessous, irrigation à 120 mm. Donc avec des prix de vente peu élevés, enfin moins élevés 2019-2021, pour atteindre l'équilibre des charges, il était nécessaire d'atteindre plus de 18 quintaux pour tous les cas types. Par contre, avec les prix plus élevés de 2021, 15 à 18 quintaux par hectare étaient à obtenir pour être à l'équilibre, donc pour que la marge semi-nette soit égale à 0, sachant que la moyenne des rendements est de 19 quintaux sur ces cas types. Donc 2022, c'est exactement le même cas que pour le tournesol, ce que je vous ai présenté précédemment. Donc là, on est sur une irrigation de 120 mm. C'est un peu plus bas que ce qui se fait en moyenne, vu que l'irrigation moyenne parmi les parcelles suivies sur le projet est de 180 mm. Mais on peut voir qu'il y a quand même, pour atteindre la marge semi-nette de 200 € par hectare, il fallait atteindre 21 quintaux par hectare les années précédentes, alors qu'en 2022, il fallait atteindre 17 quintaux par hectare. Donc on a une différence de charge entre les charges moyennes sur 2019-2021 de 170 € avec les charges 2022. Donc c'est pareil que pour le tournesol, des marges intéressantes ont pu être dégagées en 2022. Donc pour les facteurs de réussite, on reste sur une date de semis précoce si c'est possible. L'irrigation à plus de 70 mm et de l'eau autour des stades clés, semis et floraison. Donc c'est une culture d'opportunité et l'irrigation pour le soja est nécessaire. Merci. Alors, une petite série de questions avant qu'on enchaîne avec la deuxième présentation de Mathieu aussi qui concerne le tournesol et avant la pause déjeuner. Jean. Oui, donc concernant les résultats que vous avez présentés, que ce soit en tournesol ou en soja, vous nous montrez des rendements moyens. Bon, vous avez un tiers des parcelles qui étaient en sec, les 2 tiers en irrigué. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des différences significatives, à la fois sur le rendement, mais surtout sur la faisabilité, sur la récolte possible ou pas? Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Ça permettrait un petit peu de voir plus clairement les situations dans lesquelles on peut espérer mettre en place ces cultures-là, et en tenant aussi en compte les territoires climatiques, parce que bon, le Béarn reçoit plus d'1 mètre d'eau par an, donc il a des conditions estivales particulières. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté là, mais on a regardé ça, oui. Sur le soja, ce qu'on avait vu, c'est que globalement, en dessous de 150 mm de pluie entre le 15 juin et le 15 septembre,
il n'y a pas de récolte, ou très peu, de toute façon. Voilà, donc soit il y avait une irrigation de donc 100 mm, c'était 180 en moyenne, mais voilà, donc plus les pluies, ça pouvait faire 250 à 300 mm à disposition du soja. Donc on dit que pour le soja, il faut 100 mm à peu près pour 10 quintaux. Donc voilà, on avait des rendements maximum autour des 25 quintaux, donc avec 250 à 300 mm, c'était atteignable. Voilà, en dessous de 150 mm, il y a eu très peu de développement. Et sans irrigation, la plupart des parcelles non irriguées en soja, mis à part les quelques cas en Pyrénées-Atlantiques, elles n'ont pas été récoltées. Pour le tournesol, c'est à peu près pareil. Il y a eu quelques réussites dans le Gers. Le Gers, il y avait un petit peu plus d'eau que dans les autres départements quand même, mais moins que le Pyrénées-Atlantiques. Mais il y a eu des parcelles en 2021 avec presque pas d'irrigation ou pas d'irrigation qui ont été récoltées quand même. Merci. Jérémy Hazan, Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. J'ai vu une photo là avec, c'est une petite remarque, avec une quantité de ces terres hallucinante, et je me pose la question sur le stock semencier qui peut être laissé aussi derrière pour les cultures de printemps futures, quoi. On a vu souvent qu'il n'y avait pas de désherbage chimique qui était réalisé dans, je sais plus, je l'ai noté dans un certain nombre de cas, et je me pose aussi la question du stock semencier d'adventices laissé et qui peut être préjudiciable pour les futures cultures de printemps, quoi. Ils ont l'air embêtés, je vais faire la réponse. Il y a eu quelques parcelles, très, très sales, il y en a certaines même qui ont été, une ou deux, qui ont été broyées avant récolte pour éviter que... Donc, il y a eu du datura, il y a eu quelques problèmes de datura. Bon, la parcelle-là, c'était des sétères, mais après, c'est sûr il peut y avoir un impact... sur la culture suivante. On n'a pas vraiment regardé ça dans le projet, mais c'est sûr que l'agriculteur, faut qu'il en tienne compte. S'il observe un impact négatif sur la culture suivante, en théorie, il faudrait le prendre en compte dans la marge. S'il y a une perte de rendement ou des repousses. De sarrasin notamment, c'est arrivé. Repousses de sarrasin sur la culture suivante, si c'est du tournesol, le sarrasin peut être difficile à désherber après dans le tournesol. Oui, tout à l'heure, on parlait du raisonnement de la fertilisation. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser au désherbage de ces cultures dérobées. Donc, désherbage chimique possible, avec plus de possibilités quand même en soja qu'en tournesol, notamment pour du désherbage à vue. Et aussi, il faut préciser que ce sont des cultures qui peuvent être désherbées mécaniquement et assez tôt, moyennant quelques précautions avec la bineuse, notamment en mettant des protège-plants, en réduisant la vitesse. Mais pour le soja, dès l'apparition des premières feuilles unifoliées ou tournesol, dès l'apparition des premières feuilles, on peut biner. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi anticiper ça et avoir en tête que, effectivement, il faut éviter de se, pourrir la parcelle pour les prochaines années, c'est sûr. Oui, il y avait des champs à Arvalis. Moi, j'avais, je réitère un petit peu la suggestion de Jean Arinaud concernant les réserves utiles, notamment sur le soja. On voit que pour tout ce qui est essai en micro-parcelles, les sites d'expérimentation sont quand même des sites sur lesquels on a une bonne réserve utile, voire très bonne. Enfin, quand on voit en grand bad, bon voilà. Donc je pense qu'il y aurait intérêt quand même parce qu'on parle de millimètres, mais tout est relatif, quoi, d'où on part et où on veut aller. Donc c'est sûr que quand on compare des RU à 180 mm et quand on en compare d'autres à 70 ou à 60, c'est pas tout à fait les mêmes choses quand même. Donc je pense que ça vaudrait le coup de pouvoir l'indiquer. Et la deuxième chose, c'était plus une question. On parle impact sur la culture suivante. Moi, je pense que c'est très important. On a vu qu'il y avait quand même des soucis, notamment de récolte. Et donc, j'imagine derrière des chantiers de semis compliqués, avec des réserves utiles qui sont impactées.
Est-ce que vous avez regardé l'impact, est-ce que sur ces parcelles agriculteurs, il y avait des témoins sur lesquels on aurait pu regarder l'impact sur la culture suivante en termes de perte de rendement ou de complications diverses et variées sur le semis, notamment? Alors, malheureusement, il n'y avait pas de témoins sur les parcelles. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Après, on avait fait des enquêtes auprès des agriculteurs. On leur demandait s'ils avaient s'ils avaient vu des impacts négatifs, mais c'est vrai qu'à chaque fois, mais ils ont le même problème. Sans témoins, ils ne peuvent pas non plus conclure grand-chose. Donc c'est selon leur expérience des années précédentes. Pour compléter, sur ces enquêtes-là, parce que dans les fiches techniques qu'on vous a présentées tout à l'heure, on demandait quand même l'impact sur la culture suivante et les difficultés à semer la culture suivante. On n'a eu aucun retour négatif. Enfin, ils n'ont pas exprimé des difficultés, des incompressibles ou des grosses difficultés à semer une culture suivante. Parce qu'on est quand même sur des dates de récolte, alors c'est vrai qu'on ne les a peut-être pas abordées, mais on est sur des dates de récolte entre le 10 et 20 octobre, dans la majorité des cas. Alors parfois, certains attendent un gel et vont récolter après, mais 10-20 octobre, on peut encore largement semer soit une culture d'automne, voire, parce qu'il y a aussi des cultures de printemps. Bon, le blé, si on veut gérer des régras après... sinon... Bon, mais on n'a pas eu de cas ou de remontées d'agriculteurs qui avaient des grosses difficultés, d'impossibilité de semer une culture suivante. Alors même alors peut-être en 2019, mais en 2019, tout le monde avait des problèmes pour semer de toute façon. Parce que ça a été négatif partout. Je rebondis sur la RU. Oui, je suis d'accord, c'est un principe de précaution. Une forte RU sera un facteur ou un gage de réussite peut-être supplémentaire. Sauf que vous sortez aussi d'une culture précédente qui aura peut-être vidé votre RU. Donc tout va dépendre de son alimentation. On est bien sur une culture secondaire qui est culture où quasiment tous les sols partent pas à zéro, mais comment dire, 3/4 de la RU qui est vide. Parce que qui dit sol profond dit aussi culture précédente compose meilleur rendement et a aussi pompé plus d'eau. Donc tout va dépendre. Le facteur qui est vraiment ressorti, et c'est le cas dans les arbres, c'est la quantité d'eau, soit de pluie, soit d'irrigation, amenée sur cette culture-là. Voilà, qui est à 135 mm pour un tournesol, pour donner quelques chiffres, ou 180 mm à minima bien, pour le soja. Et puis on est sur du 60 mm, mais alors là on espère que c'est de la pluie pour le sarrasin. Mais c'est vrai que la RFU, c'est un gage de... oui, c'est une précaution. Potentiellement, on aura peut-être plus de chances de faire sur des sols dits à grande... à RFU large, sauf qu'elle est souvent entamée quand même par la culture précédente. Bien, je vous propose, on s'arrête là pour les questions, autour de cette présentation,